Une violente explosion a ravagé le théâtre de l'Empire à Paris ce matin. 7 blessés légers. La déflagration a été telle qu'il ne reste rien de la salle et du balcon. L'explosion ne serait pas liée aux travaux qui étaient en cours dans le théâtre. Une tour de 106 mètres de haut en plein centre de Madrid, dévorée par les flammes, mais aucune victime. Pendant 14 heures, les pompiers ont lutté. Il ne reste que la structure qui menace de s'effondrer. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Personnage clé dans l'affaire Elf, Alfred Sirvin emporte son mystère avec lui. Il est mort d'une crise cardiaque chez lui. Il avait 77 ans. Une vie tumultueuse, 4 années en fuite aux Philippines, puis 3 ans et demi en prison. Mission accomplie pour Ariane 5, un succès vital qui efface les mauvais souvenirs. La nouvelle fusée a placé sur orbite 2 satellites qu'elle emportait. L'avenir est assuré. Et puis demain, la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Si vous choisissez de le dire avec des fleurs, ne vous trompez pas de langage. Petit lexique à effeuiller en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, le théâtre de l'Empire a donc été littéralement soufflé par une explosion à l'aube dans le 17e arrondissement à Paris. Les enquêteurs ne privilégient aucune piste ce soir, accidentelle ou criminelle. On sait que des travaux étaient en cours dans ce haut lieu de la télévision qui avait perdu peu à peu de sa superbe depuis l'époque des dimanches de Jacques Martin. Le théâtre allait devenir un hôtel de luxe. Karine Komadzi, Madi Diawara. Hier soir encore, c'était un théâtre de 1200 places. Aujourd'hui, dans ce cratère, les pompiers ont bien du mal à distinguer la scène, la salle et les fauteuils en velours et à comprendre l'origine de l'explosion d'un bâtiment qui n'est pas alimenté en gaz. Le souffle qui est parti un petit peu dans toutes les directions, essentiellement donc là sur la façade principale avenue de Wagram, mais on a également deux trouées sur les façades latérales. Seule l'enseigne a tenu bon. L'explosion a légèrement blessé 2 vigiles présents à l'intérieur du théâtre. Mais ils sont en état de choc, comme les clients et le gardien de nuit de l'hôtel situé juste en face. Tous les vitres jusqu'au 5e étage étaient essoufflées. Vous avez relogé les habitants des chambres Oui, on est en train de régler tout ça et il n'y avait pas de blessés, heureusement. Vous avez eu peur? Un peu. Je vais rentrer chez moi. Les enquêteurs de la police judiciaire n'excluent aucune hypothèse, même si selon eux, l'origine de l'explosion serait plutôt accidentelle. Le théâtre était vétuste et il n'avait plus rien de commun avec la salle de Dimanche Martin et de l'école des fans. Racheté il y a 6 ans pour devenir un hôtel de luxe, le bâtiment accueillait hier soir encore un défilé de mode. Il faut voir aussi s'il y a pu avoir un lien entre cette manifestation d'hier soir et ce qui s'est passé ce matin. C'est au milieu des gravats que les enquêteurs doivent maintenant trouver une explication à cette spectaculaire explosion. Digne d'un scénario hollywoodien, remake sans victime de la Tour Infernale, ce gigantesque incendie à Madrid qui a avalé les 106 mètres d'un gratte-ciel. Image particulièrement impressionnante de cette tour en flammes dont il ne reste que l'armature. On craint l'effondrement de la structure. La zone a été fermée jusqu'à mercredi. Nicolas Luizet. Les flammes débordent. La tour est devenue infernale. Des débris enflammés tombent sur les équipes de télévision. Le gratte-ciel brûlera pendant près de 14 heures. Un gigantesque brasier inaccessible face auquel les pompiers sont impuissants. Jusqu'à 1000 degrés au plus fort de l'incendie, le pire qu'ait connu Madrid. Ce gratte-ciel est l'un des plus hauts immeubles de la capitale, 106 mètres de haut. Et c'est au 21e étage que le feu s'est déclaré la nuit dernière, à cause, semble-t-il, d'un court-circuit. Personne à l'intérieur, il n'y a pas de blessés. Les Madrilènes affluent en masse. Certains croient à un attentat. La première réaction des gens ici, ça a été de penser au 11 septembre. Quand vous voyez un immeuble en feu comme ça, heureusement que ce n'est pas le cas. Mais il s'est passé tellement de choses terribles ces derniers temps à Madrid. Vu du ciel cet après-midi, ce n'est plus qu'une fragile ossature d'où s'échappe une épaisse fumée. Une structure très instable et qui menace de s'effondrer à tout moment, en plein cœur du quartier financier de Madrid. Le chef du gouvernement espagnol est venu se rendre compte de la situation. Je voudrais féliciter les pompiers, la police, les secours d'urgence et assurer la mairie qu'elle peut compter sur tout l'appui du gouvernement pour surmonter au plus vite cette situation difficile. Le quartier a été entièrement évacué. Il restera bouclé pendant 3 jours au moins.
Jean-Paul II a repris des forces et met toute son énergie à donner le change. Le pape est apparu à la fenêtre de ses appartements du Vatican, toujours très affaibli. Il a prononcé la bénédiction dominicale, mais c'est une autre voix de l'Église qui s'est fait entendre, celle-ci plus ferme et plus limpide, pour notamment écarter toute idée de démission. Gérard Grisbeck, Romain Potocki. Jean-Paul II a béni la foule à la fin de l'Angélus. Après 10 jours d'hôpital, il est certes diminué, mais il est là, à sa fenêtre, devant des dizaines de milliers de pèlerins réunis place Saint-Pierre. Le ton est plus ferme que dimanche dernier, mais le pape ne peut prononcer que quelques mots et nous souhaite un bon dimanche. D'entendre sa voix quand même, c'est impressionnant de voir qu'il est toujours là et il essaie toujours de parler, d'être présent. On reste quand même assez... c'est un moment inoubliable, oui. Bon retour, lui souhaitent ses pèlerins. Et dans son message lu par Monseigneur Sandri, le pape a dit une fois de plus qu'il ne renonçait pas à sa charge. Les fidèles gardent donc l'espoir de le retrouver après le carême. Il avait de quoi faire sauter la République, disait-on. Alfred Sirvin, au cœur de l'affaire Elf, n'aura fait aucune révélation. Il est mort hier chez lui d'une crise cardiaque. Ce personnage, qui a trouvé refuge aux Philippines pendant plus de 4 ans, avait été libéré en mai dernier après avoir passé plus de 3 ans en prison. Frédéric Rota. Il avait menacé de faire sauter la République, mais il emportera avec lui tous ses secrets. Alfred Sirvin est mort ce matin aux côtés de Vilma, une Philippine de 30 ans, sa cadette, qu'il avait épousée en juillet dernier. Ce Toulousain septagénaire a vécu sa vie comme un roman, résistant à 17 ans, soldat en Corée et braqueur au Japon. Bras droit de Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf, épaulé par Christine de Viéjoncourt, Sirvin s'est retrouvé mêlé à l'un des plus gros scandales de ces dernières années. 168 millions d'euros détournés des caisses du groupe pétrolier français, dont une partie à des fins personnelles, comme l'achat de plusieurs biens immobiliers, entre autres ce château en Indre-et-Loire ou cet immeuble que nous avions retrouvé en plein centre de Bruxelles. Dans la vie tourmentée d'Alfred Sirvin, il y a une cavale longue de 4 années et une arrestation très médiatique aux Philippines. L'homme avait assurément un caractère bien trempé. Vous savez bien, quand la politique et la finance se mélangent, c'est difficile de s'en sortir. Je suis un homme libre. Même si j'ai les mains liées, je veux rester fidèle à ma vision des choses, à ma morale. Les dérives d'Alfred Sirvin lui ont valu une condamnation à 5 années de prison. Il en a purgé 3 et attendait le résultat de l'appel. L'homme qui avait reçu la Légion d'honneur en 93 connaissait tous les secrets financiers et dans son désormais célèbre carnet, le nom des politiques français et étrangers qui ont bénéficié de ses faveurs. Un parcours sans faute pour la fusée Ariane 5 qui a décollé hier soir de Kourou en Guyane. Aujourd'hui, c'est le soulagement. Il n'y avait pas d'autre voie que le succès pour donner un avenir à la nouvelle fusée qui a placé sur orbite les 2 satellites qu'elle emportait. Patrice Pelé, Jean-Marc Nouknouk. 3, 2, unité, feu. Les ingénieurs avaient rêvé d'un décollage parfait. Et c'est ce qui s'est passé hier soir quand les 780 tonnes du lanceur se sont arrachées du pas de tir. Alors, Ariane s'est dirigée droit vers l'espace. Dans son sillage, une traînée de feu d'une bonne centaine de mètres. Après 2 minutes de vol, les propulseurs d'appoint se sont détachés. Séparation des étages accélérateurs à poudre. Finalement, 31 minutes après le décollage, les satellites embarqués sont déposés dans l'espace. Le plus puissant des lanceurs européens a parfaitement fonctionné. À Kourou, on respire. Ariane 5ECA vient de réussir son retour en vol, effaçant ainsi l'échec de décembre 2002. À Évry, au siège d'Ariane Espace, satisfaction et applaudissements aussi. Le moteur Vulcain, responsable de l'échec précédent, a donné satisfaction. Les responsables du moteur sont contents. C'est un sentiment d'abord de grand soulagement et de fierté quand on a vu ce vol magnifique d'Ariane 5. Et effectivement, le travail considérable qui a été fait par les équipes d'ingénieurs a permis de corriger l'anomalie du premier vol. 40 satellites à lancer sur une période de 3 ans. L'argent va rentrer dans les caisses. C'est un bénéfice global pour tout le monde qui représente quand même un chiffre d'affaires de plus de à peu près 1 milliard d'euros par an. Donc c'est quand même beaucoup d'argent.
Prochain vol d'une Ariane au mois d'avril, avec à bord le satellite de télécommunication militaire français, Syracuse. En Allemagne, à Dresde, manifestation de plusieurs milliers de néo-nazis qui tentent de récupérer la mémoire des dizaines de milliers de victimes qui ont péri sous les bombardements alliés il y a 60 ans. Ces nazis parlent d'holocauste par les bombes, une réinterprétation de l'histoire qui entache les commémorations officielles. Sur place, Jérôme Veny, Brice Boussoir. Ils ont choisi ce jour de deuil à Dresde pour faire une tentative de récupération de la douleur. Ils étaient 3 à 4 000 selon la police. Tous les groupuscules néo-nazis que compte l'Allemagne s'étaient donné rendez-vous ici aujourd'hui. Les forces de sécurité donnaient l'impression d'une ville en état de siège. Une ville passée au peigne fin. Chaque recoin contrôlé de très près, chaque groupe fouillé. Mission des forces de l'ordre, éviter à tout prix que les néo-nazis ne rentrent en contact avec les contre-manifestants dont certains avaient traversé l'Allemagne. Pour participer à la manifestation contre l'extrême droite en Allemagne, qui est en mon opinion très dangereux. Les dirigeants néo-nazis multiplient les provocations. Ils qualifient le bombardement de Dresde il y a 60 ans par la Royal Air Force d'holocauste de bombes, comme pour le mettre au même niveau d'horreur que la Shoah. Nous attendons des excuses des Anglais pour ce qu'ils ont fait. Dans la soirée, quelques incidents ont éclaté entre néo-nazis et contre-manifestants. Mais les habitants ont repris leurs droits devant l'opéra de Dresde pour faire oublier les extrémistes du NPD. Le NPD n'a rien à faire ici. Nous avons assez souffert comme cela. Ils ont apporté 10 000 bougies pour la mémoire et la chaleur pour se retrouver ensemble, loin des récupérations politiques. En Irak, les résultats officiels des élections ont été publiés cet après-midi. Le 30 janvier, date du scrutin historique, deviendra d'ailleurs fête nationale. Pas de vraie surprise puisque les estimations donnaient déjà la liste chiite parrainée par l'ayatollah Sistani en tête. Loïc Delamornay, Diego Garcia. C'est la liesse dans la rue irakienne. Mais ici, nous sommes à Kirkouk, fief des Kurdes irakiens. Après des décennies de souffrance sous le régime de Saddam Hussein, les Kurdes viennent d'être consacrés deuxième force politique du pays. Nous avons tellement souffert de la dictature et de ce régime fasciste. Aujourd'hui, nous sommes les grands vainqueurs. Longue vie aux Kurdes et au Kurdistan. Le résultat des élections est sans grande surprise. Même si elle n'obtient pas la majorité absolue, l'alliance chiite de l'ayatollah Sistani arrive largement en tête avec 47% des voix, suivi par les Kurdes, 25%, puis par le parti chiite également du Premier ministre sortant Ayad Alaoui. La première liste sunnite n'obtient que 1,7% des suffrages. Un résultat qui s'explique par le large boycott des élections par les sunnites. Le taux d'abstention est monté jusqu'à 98%. Au final, le vote reflète plutôt fidèlement la place des ethnies. Les chiites l'ont emporté car ils sont les plus nombreux. Les Kurdes se sont fortement mobilisés. Mais à cause du boycott, les 20% de sunnites sont quasiment absents de la représentation. Si les chiites et les Kurdes veulent éclater le pays, ce sera trop facile pour eux, ils pourront le faire, si les Américains le permettent. Mais s'ils veulent garder l'Irak unifié, il va falloir qu'ils tentent tous les deux une main magnanime aux sunnites. Désormais, la majorité chiite d'Irak peut aussi compter sur un puissant allié, l'Iran voisin, chiite également. De quoi compliquer la tâche des tuteurs américains. Il leur faudra aussi répartir les pouvoirs et nommer un chef de l'État, un Premier ministre et un président du Parlement, en respectant l'équilibre sorti des urnes. Et on est toujours sans nouvelles de Florence Obna et de son guide disparu le 5 janvier dernier à Bagdad. Nos pensées vont à leur famille. Je vous rappelle qu'un concert à l'Olympia est organisé demain. Un concert de soutien avec Charles Aznavour, Patrick Bruel et de très nombreux artistes. Au Proche-Orient, le processus de trêve se poursuit avec, en signe de bonne volonté, la libération décidée aujourd'hui par le gouvernement israélien de 500 détenus palestiniens, libération qui devrait se faire dans les jours prochains. Par ailleurs, Israël va remettre les corps de 15 activistes aux Palestiniens de la bande de Gaza.
L'affaire fait du bruit en Allemagne. Faut-il ou non interdire les tests de paternité qui se pratiquent dans les laboratoires privés à l'insu de la mère? Ce sont des pères soupçonneux qui, par des tests ADN sur la salive de leur enfant, ou présumée telle, cherchent à obtenir confirmation. Ces tests n'ont pas de valeur légale, mais permettent d'entamer une action justice. Jérôme Bonny, Brice Boussoir. Être ou ne pas être le père, telle est la question qui a longtemps taraudé Dieter, chauffeur routier, quand on lui a fait remarquer que sa fille de 8 ans ne lui ressemblait guère. Et il a voulu savoir. Je voulais en avoir le cœur net, savoir si j'étais le père ou pas. Et puis il fallait donner à l'enfant une chance de connaître son père naturel. Alors Dieter a fait ce que font chaque année 50 000 Allemands. Il a acheté en pharmacie un coffret comme celui-ci, puis il a pris l'empreinte ADN dans la bouche de l'enfant avec le coton-tige et il l'a envoyé ainsi que sa propre empreinte à un laboratoire privé. Il y en a une quarantaine en Allemagne qui gagnent beaucoup d'argent en faisant à l'insu des mères des tests ADN de paternité. Dans 15% des cas analysés, le test prouve l'absence de filiation. Ce fut le cas pour Dieter, il n'était pas le père. Les spécialistes estiment que 3 à 5% des nouveau-nés en Allemagne sont ce que l'on appelle ici des bébés coucous, allusion aux oiseaux voleurs de nid, des enfants élevés par un père qui n'est pas le leur. Phénomène exploité par une chaîne de télévision commerciale dans l'émission « Lui ou lui, qui est le père ?» Mais le gouvernement allemand voudrait mettre le holà en interdisant ces tests faits sans que la mère en soit informée. Connaissant la mère, je sais qu'elle n'aurait jamais donné son accord. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le test en cachette. Les députés auront donc sans doute à légiférer sur cette délicate question de société. Mais qui sait combien, parmi les hommes qui siègent ici au Bundestag, ont déjà envoyé leur petite éprouvette pour un test de paternité? En France, mardi prochain, le texte de la loi d'orientation sur l'école passe à l'Assemblée. L'apprentissage des sciences fait partie du socle commun des connaissances. Seulement voilà, les études scientifiques ne séduisent plus. Moins 30% d'étudiants en 10 ans. Du coup, les universités essayent de rendre ces disciplines plus attractives, comme à Bordeaux. Reportage Nabila Tabouri, Rémi Poissonnier. Ils sont en terminale scientifique et a priori, leur voie vers les labos de recherche est toute tracée. Je voudrais être prof de sport. Institutrice. Ingénieur du son. Et oui, le bac S ne recrute pas que des scientifiques dans l'âme, et c'est bien là le problème. D'ici 5 ans, une pénurie de physiciens, mathématiciens et biologistes s'annonce, alors les universités se mobilisent. À Bordeaux, pas une semaine sans qu'un groupe de lycéens ne visite la fac de sciences. Mais ça, c'est pas les poumons? Non, les poumons, ils sont là. Favoriser l'échange avec les étudiants, c'est le meilleur moyen de séduire ces lycéens au moment même où ils choisissent leur future orientation. C'est vrai que ça nous rassure quand on voit des élèves qui galèrent un petit peu comme nous en terminale, qui nous disent bon, il faut juste un petit peu travailler et puis ça passe. Les lycéens optent pour le droit, les lettres ou les sciences humaines. Résultat, 30% d'étudiants scientifiques en moins en 10 ans. Études trop longues, débouchés limités, l'université lutte contre ces clichés. Par exemple, sur les mots de physique, il faut mettre derrière de l'électronique, des lasers qui sont des filières en pointe, les télécoms, etc. Au niveau des mathématiques, les mathématiques, c'est toute la modélisation mathématique qui va servir dans tous les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du spatial, etc. Et pour susciter ces vocations, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible. Ces élèves de CM2 ne font pas de théorie, les leçons sont toujours pratiques. C'est bien d'apprendre en s'amusant, en faisant plein d'expériences, plutôt à faire plus de leçons, à toujours les avoir bien par cœur. C'est aussi pour nous l'occasion de travailler sur, je dirais, des fondamentaux comme le français, les mathématiques, sur d'autres supports que les supports habituels. Mais les initiatives de ce genre dépendent encore de la bonne volonté de l'enseignant. Or, les petits écoliers d'aujourd'hui pourraient faire les grands scientifiques de demain. Environnement, c'est cette semaine qu'entre en vigueur le fameux protocole de Kyoto, 7 ans après son adoption, est très affaibli par le refus des États-Unis d'y adhérer. Cet accord de réduction des gaz à effet de serre impose un sacré effort pour les pays industrialisés. La France a bien du chemin à faire. Il lui faudra développer davantage ses énergies renouvelables, comme le montre ce reportage de Florence Mavic et Virginie Travers. Transformer la formidable énergie du soleil en électricité.
C'est le travail quotidien de ces ouvriers qui fabriquent des panneaux solaires photovoltaïques dans le département de l'Isère. Ici, on ne chôme pas. Ah non, notre entreprise ne connaît absolument pas la crise. Vous avez 600 personnes qui travaillent ici. Et 96% de notre production est exportée. Depuis le 15 janvier, nous avons arrêté de travailler pour la France. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que le marché en France ne se développe pas. Ces panneaux photovoltaïques, l'usine les vend en Allemagne ou en Espagne. Contrairement à la France, ces pays ont choisi de subventionner fortement ce type d'énergie solaire en pleine expansion. Au niveau d'Allemagne, il y a un mécanisme d'incitation qui oblige les sociétés d'électricité allemandes à racheter le kilowattheure excédentaire aux producteurs à un tarif qui est vraiment très intéressant. Il est 3 fois supérieur au tarif de rachat qui est en vigueur en France. Et pourtant, cette énergie verte a tout pour séduire. Les panneaux photovoltaïques fabriquent votre électricité en utilisant la lumière du soleil et vous revendez ce que vous ne consommez pas à EDF, mais à un prix trop faible par rapport au coût d'investissement de l'installation. Les difficultés de la filière photovoltaïque illustrent la lenteur de la France dans la course aux énergies renouvelables. La part d'électricité verte est même en train de décroître. 18% en 1990, 13,5% en 2003. On est loin des 21% fixés par Bruxelles pour 2010. Donc ici va se situer la première éolienne, une autre va se situer sur notre gauche. De l'eau et le clignote restant du côté. site va Il en faut une bonne dose quand on éolienne construit 12 des parcs par là-bas. éoliens, comme ici, près de Montélimar. Il aura fallu 7 ans et une action en justice pour que la société porteuse du projet obtienne le permis de construire, refusé par le préfet pour atteinte au paysage. Il faut beaucoup plus de volonté politique pour pouvoir traduire à l'échelle locale les objectifs que l'on nous fixe à l'échelle nationale. S'engager dans les énergies renouvelables relève du parcours du combattant. Lenteur des procédures, complexité des dossiers, myriade d'administrations ou opposition locale. Pas de quoi doper l'électricité verte. Sauriez-vous être testé? Cette formule concerne les commerçantes de toute une ville. Leur travail est suivi par des clients qui sont en réalité des enquêteurs et qui donnent des notes. Yvan Martinet, Zindenberkus. Son visage, vous ne le verrez pas. Son anonymat est son gagne-pain. Il est ce qu'on appelle un client mystère. Son métier, tester les commerçants, évaluer l'accueil, l'amabilité, la bonne tenue des boutiques. Visite type en caméra cachée. Merci. Pourriez m'indiquer un tabac, s'il vous plaît? Un tabac, vous avez tout de suite en remontant. Là, vous avez sur votre gauche, vous avez la barre qui fait... La boulangère est courtoise, souriante. Bilan de la visite plutôt positif. Voilà, la première chose à faire, c'est déjà de bien repérer les lieux, donc de tourner la tête un peu dans tous les sens pour qu'on ait le temps à la fois de visualiser les produits, la vitrine, comment sont organisés un peu les différents rayons, si les allées sont dégagées. Et la journée est loin d'être terminée. L'Office du commerce d'Issoire a demandé une évaluation continue de ses 250 commerces. Objectif, mesurer les qualités commerciales donc, et s'assurer que les détaillants d'Issoire savent orienter les touristes. Bon, et lequel est le meilleur? Vous sauriez nous indiquer un hôtel pour ce soir? Oui, à Issoire, vous avez de quoi vous satisfaire, hein, sans aucun souci. Un commerçant, à un moment donné, peut être interrogé sur quelque chose qui n'a pas de lien direct avec son activité. Et le commerçant doit être capable de renseigner. Vous êtes accueilli. Lors de votre arrivée, êtes-vous immédiatement salué? Oui. Après chaque visite, une grille détaillée à remplir. Elle sera analysée, décryptée, avant d'être envoyée aux commerçants épiés. Ah bah, de toute façon, c'est une bonne initiative à partir du moment où ça peut améliorer nos rapports avec la clientèle. Moi, le point positif, je vous dis, donc, c'est ce regard extérieur de la chose qui me permet un petit peu de rectifier certaines erreurs que je peux avoir sur mon commerce. Enquêteur ou mouchard, la ville d'Issoire l'assure. Jusqu'à présent, l'intervention du client mystère n'aurait provoqué aucun licenciement parmi les salariés des commerces visités. Pour les passionnés de vieilles voitures, le salon Rétromobile a ouvert ses portes ce week-end à Paris. L'occasion de vous présenter le portrait d'un collectionneur qui défend ce patrimoine roulant. Luc Bazizin, Rémi Poissonnier. Un ronronnement presque septuagénaire. Cette Hotchkiss date de 1938. Un modèle français haut de gamme et surtout sportif. La marque a gagné 6 fois le rallye de Monte-Carlo. Claude Delagneau collectionne les vieilles voitures pour mieux voyager dans le temps et selon lui, tout s'explique, même le volant à droite, dans un véhicule pourtant fabriqué en France. Les premiers carrossiers automobiles étaient des carrossiers hippomobiles.
Et sur les véhicules hippomobiles, le cocher était toujours à droite, tout simplement pour surveiller le caniveau. Donc, naturellement, les premiers carrossiers automobiles ont fait des conduites à droite puisqu'ils étaient habitués à faire dans leur véhicule hippomobile le cocher à droite. Et le plaisir aujourd'hui, c'est de faire vivre ce patrimoine roulant. Il y en a pour tous les goûts, de la populaire 4 chevaux Renault à l'élégante Hotchkiss. C'est effectivement un patrimoine culturel, c'est une mémoire industrielle. Et la différence avec un tableau, c'est qu'il y a une dimension de plus, ou une sculpture, c'est que là, ça roule, ça se bouge, ça se déplace. Mais il faut bichonner ces voitures au quotidien pour réveiller le lustre d'hier. La mondialisation dans l'automobile ne date pas d'aujourd'hui. Hotchkiss donc est un nom tout à fait britannique, émigré aux États-Unis, mais la marque est tout à fait française puisque installée à Saint-Denis en 1904, elle a fabriqué des voitures jusqu'en 1954 pendant 50 ans. Voyager dans le temps, ça a un prix. Exemple pour ce petit modèle. La mise de départ, on va dire, c'est entre 3 et 4 000 euros. Et puis après, vous pouvez partir sur un budget annuel entre 400 et 600 euros. Des ancêtres qui, à chaque tour de roue, ravivent davantage les souvenirs de notre mobilité. Près de Pompéi, patrimoine de l'humanité, la préservation des sites historiques est menacée par des pigeons qui ont colonisé Herculanum. Le mystère de la culture vient de passer un contrat avec un fauconnier dont les rapaces tiennent à distance les oiseaux. Isabelle Stess, Christophe Larocca. Au pied du Vésuve, dans les ruines d'Herculanum dévastées par l'éruption du volcan en l'an 79, le fauconnier et son rapace sont aux aguets. Lorsque je trouve un petit groupe de colombes, je le lâche et les colombes s'enfuient. Ils sont les gardiens du site. Le faucon chasse colombes ou pigeons en apparence bien inoffensifs et qui pourtant causent d'irréparables dégâts. Regardez là, ici aussi. Ils nichent dans les recoins des vestiges et leurs excréments rongent des fresques inestimables. En fait, les excréments des pigeons contiennent des substances très acides qui attaquent en profondeur la peinture. Et même lorsque la fresque est restaurée, elle garde la trace de ces dommages. Tandis que la lave du Vésuve a recouvert Pompéi, Herculanum fut enseveli sous des cendres froides. Le site est mieux conservé, on y trouve encore des poutres à peine noircies. Les pigeons les picorent, les mangent. Et il en reste peu ici et là. La structure s'affaiblit. Donc il faut intervenir pour restaurer, mais on perd les poutres d'origine. La méthode a déjà fait ses preuves sur les pistes des aéroports italiens. Pendant un an, Herculanum, patrimoine de l'humanité, sera le territoire des rapaces. L'actualité sportive du rugby avec la victoire du 15 de France cet après-midi contre l'Angleterre. Pour la première fois depuis 8 ans, les tricolores se sont imposés à Twickenham 18-17. Ils restent dans la course au Grand Chelem. Nicolas Jay, Guillaume Villard. C'est le refrain d'une équipe heureuse. Les Bleus viennent de battre les Anglais à Twickenham. 8 ans qu'ils attendaient ça, 8 ans qu'ils n'avaient plus gagné en Angleterre. C'est désormais chose faite grâce au talent d'un gamin de 24 ans. Dimitriashvili, buteur au pied dehors et auteur à lui tout seul des 18 points français. Quand je suis bien dans la tête, ça rentre, donc tant mieux. Mais buter, c'est aussi concrétiser et surtout concrétiser les efforts des coéquipiers, donc j'en suis très fier. Dès la 4e minute, Dimitriashvili montre la voie aux Bleus. La France mène 3-0 à Twickenham. Mais vexés par leur défaite la semaine dernière face aux Gallois, les Anglais poussent et inscrivent 2 essais. Par Barclay d'abord, puis par Livesey. À la pause, les Anglais mènent 17-6. Les vents sont défavorables aux Bleus, mais en deuxième mi-temps, les Bleus vont inverser la tendance. 3 coups de patte de Dimitriashvili permettent au 15 de France de revenir au score et de reprendre espoir. À 10 minutes de la fin, l'Angleterre n'a plus que 2 points d'avance. Dans les ultimes minutes, Dimitriashvili ne tremble pas sur cette pénalité et offre la victoire à l'équipe de France. Angleterre 17, Yashvili 18. Avec ce succès, les Bleus sont idéalement placés pour réaliser le Grand Chelem. Des victoires, de la joie et un peu de chance.
comme un présage pour l'équipe de France, dont le calendrier chinois 2005 est l'année du coq. Et puis du tennis avec la défaite d'Amélie Mauresmo en finale de l'Open de Paris. Mauresmo s'est inclinée face à la Russe Dinara Safina en 3-7, 6-4, 2-6, 6-3. Amélie Mauresmo échoue pour la 3e fois en finale de l'Open. Du côté du ciel, vigilance orange, nous dit Météo France, pour une quinzaine de départements du centre-est et des Pyrénées. D'importantes chutes de neige pourraient se produire la nuit prochaine. En altitude, la couche de neige pourra atteindre de 10 à 30 cm avec une circulation plus difficile. Ceci nous amène aux caprices de la météo et ces dérèglements climatiques qui sont le thème du carnaval de Nice qui a commencé ce week-end. Défilé, bataille de fleurs et l'arrivée du roi du carnaval pour marquer le début de la fête. Virginie Tumortiki et Gaël Caron ont vécu la journée aux côtés du plus jeune carnavalier de Nice. Voici le plus jeune carnavalier de Nice, Johan, a tout juste 20 ans. Cette année, il a travaillé sur 3 chars. Le défilé, c'est l'heure de la confrontation avec le public et avec les autres chars du Corso. C'est un travail de 3 mois, jour et nuit. Et c'est une grande fierté de pouvoir le sortir et défiler à côté. 3 mois de travail et ce matin encore, les dernières retouches. Johan est complètement dévoué à la tâche et pour cause, être carnavalier, c'est son rêve de petit garçon. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à faire des chars de carnaval en miniature. Depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par le carnaval. Et quand j'ai commencé à grandir un petit peu, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et que je voulais faire ma vie là-dedans. Des maquettes aux géants de carton-pâte, la passion est restée intacte. Droit, vas-y, braque le tour. Ces chars, il les protège amoureusement. On va pas dire que je m'amuse parce qu'il faut, c'est quand même un travail, il faut être vigilant, il faut faire attention au public, au matériel, aux chars, mais c'est un plaisir. Un plaisir partagé, les spectateurs apprécient à l'unisson. C'est très beau! Magnifique, parce qu'il a des belles couleurs, il bouge, il est sympa. C'est super au carnaval! Et parce que se déguise et tout, on se maquille. Et la magie du carnaval, Johan ne dira pas le contraire, c'est qu'il n'y a pas que les spectateurs qui en prennent plein les yeux. Pour ces vacances de février, les restaurants d'altitude n'ont pas toujours bonne réputation. Du coup, une trentaine d'établissements en Suisse et en France jouent la carte de la gastronomie, ou presque. Une vraie bonne assiette pour les skieurs à l'heure du déjeuner, de quoi redorer l'image de la cuisine à la neige. Jean-Jacques Dufour, Carole Gréco. Ketchup, snowboard, hot dog, au fil des années, la montagne française s'est américanisée. Mais ici, ils font des ribs aussi qui sont super bonnes. Ils font des soupes, plein de choses. Il n'y a pas que... Non, mais il y a aussi. On a une demi-heure pour manger, on vient manger là, papa, c'est bien super. Histoire de redorer le blason terni de ces établissements disséminés sur les sommets, les responsables du domaine des Portes du Soleil, 12 stations et 220 remontées, ont décidé de lancer un pass gourmet. C'est un guide gratuit qui regroupe une trentaine de restaurateurs qui, eux, montrent leur savoir-faire. Et c'est une invitation à découvrir notre patrimoine. On a donc suivi le guide, premier arrêt sur les pistes avec le chef japonais de la table du marché. Techniquement, la cuisine française, c'est quand même pour moi, c'est la meilleure des choses. La meilleure du monde? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est quoi votre spécialité, vous? Écoutez, moi j'adore travailler poisson, mais quand même, c'est à la montagne, c'est quand même en base des cochons, de lait, cochons. Soufflé au Beaufort, gelée d'oursin, risotto aux écrevisses, sa cuisine, c'est mieux qu'une journée de glisse. Sato, oui. Vous faites pas de fondue, de raclette, tout ça? On peut faire autre chose que ce qu'on fait tout le monde. Pour passer d'un sommet au fond d'une vallée, il suffit de skier, ça permet d'avaler des kilomètres de piste et d'arriver dans une ferme où les jambons enfumés font saliver avant même de les avoir goûtés. Vous faites quoi dans la ferme alors? Là maintenant, je fais le fromage. Que vous vendez? Oui. Et puis je tue les cochons, je fais les saucissons, les boudins. Vous en voulez un bout? Oui, oui. Ferme ou resto, rural ou gastro, l'opération Passe Gourmet, c'est l'alternative au McDo. D'ailleurs, pour 15 €, les estaminets impliqués proposent une assiette skieur qui devrait permettre de se rabibocher avec la gastronomie des sommets. Passe Gourmet, c'est une recette de ma maman. C'est une soupe à la viande fumée avec orge, légumes, chou rave. C'est ce que mangeaient les gens là? Tout à fait, c'est un produit qui marche très très bien avec les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils découvrent justement les vrais goûts du terroir.
Ce qui marche également très bien, c'est le steak de cheval au beurre de myrtille. Vous mangez du cheval? Nous aimons bien le cheval. J'ai vu que vous aviez aussi une fondue au foin. Oui, ça c'est une création maison. Nous l'avons inventée l'année passée. Après avoir fait un rôti de porc au foin, on devait faire une fondue. J'ai dit, on fera qu'une fondue originale. Ah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve sur les pistes dans le genre saucisse frite, hein? Non, mais nous refusons tout ça. Nous refusons. Cela étant, et comme vous pouvez le constater, à la montagne comme ailleurs, il n'y a pas que des gourmets. Mais pour ceux qui aiment manger, je peux en témoigner, le pass gourmet permet de déguster bien autre chose que des frites surgelées. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Chuck D, l'histoire vraie d'un champion français de boxe thaïlandaise. Dida joue son propre rôle, le parcours d'un mauvais garçon sauvé par la passion du sport. Pascal Deschamps, Éric Delagneau. Si un champion méritait un film, c'est bien lui. L'histoire de Dida, 33 ans, 8 fois champion du monde, a tout de la success story, mais sa réussite est surtout celle d'un jeune homme hors du commun qui échappe aux clichés de son CV. Dida, né en banlieue, un court séjour en prison et puis le déclic, le coup de foudre pour la boxe thaï et puis un coup de tête, le départ pour la Thaïlande parce que c'est là-bas que ça se passe. Dida campera pendant 3 semaines devant un club mythique où l'on ne veut pas de lui. I want boxing, I want to fight. เพราะต่างชาติเนี่ยมาสร้างปัญหาให้เราบางครั้งก็พาผู้หญิงเข้ามาในค่ายให้เขาไปนะแล้วก็ก่อนเขาจะไปให้เขากินข้าวกับเด็กๆที่บ้านเราก่อน On m'a refusé l'entrée dans le camp. Pour moi, c'était OK pas aujourd'hui, mais je sais que demain ou un jour, je rentrerai dans le camp. Mais vous étiez un peu fou quand même. Je ne veux pas dire fou, mais certainement naïf et inconscient. Il y a 60 000 boxeurs dans ce pays, Ryan. J'espère que tu n'es pas venu faire de la figuration. En 3 ans, Dida devient champion du monde, contre toute attente, grâce sans doute à un cheminement mental bien à lui. J'ai jamais eu de colère, jamais eu de véritable révolte, jamais eu de haine. J'essaye d'être une bonne personne chaque jour qui passe et j'essaie de devenir quelqu'un véritablement de bien. Hey, super, j'étais en Thaïlande, je regardais un combat. Et puis il y a quelqu'un qui me tape sur le dos, il dit t'es Van Damme, je dis ouais. Depuis, Dida est devenu plus qu'une star, un modèle. Et s'il a raccroché les gants, il n'hésite pas à revenir à la Courneuve, au club où il a débuté. C'est quelqu'un qui, pour nous, les gens de la banlieue, représente quand même quelque chose de fort. C'est un qui a réussi à passer par la petite porte. J'espère qu'il ira de plus en plus haut. Dida est fier de ses origines, fier de ce qu'il a accompli. Mais il sent, chez ceux qui viennent après lui, un désespoir inquiétant. C'est d'expliquer que dans la vie, la violence et la haine, ça t'emmène nulle part. Et véritablement, je suis passé par là. Mais je sais que ça sert à rien. Au fait, Choc D, ça veut dire bonne chance en taille. Dans la vie de Dida, il y a eu de la chance, mais il n'y a pas eu que ça. C'est possible. Théâtre avec Christina Reali sur la scène du Théâtre Antoine à Paris, un des grands classiques du Molière vénitien. Carlo Goldoni met en scène une belle aubergiste et ses 4 prétendants, un rôle sur mesure pour Christina Reali, la locandiera, personnage truculent et attachant qui fait tourner les têtes. Isabelle Bechler, Guillaume Michel. Mon point faible, ma coquetterie, c'est de me voir servir, courtisée et très gâtée. Un peu comme toutes les femmes. Hein. Me marier, je n'y pense même pas. La locandiera est une aubergiste très accorte du XVIIIe siècle florentin. Goldoni l'a écrite comme une séductrice sans beaucoup de scrupules, mais on peut aussi en faire une lecture plus moderne. Tout ça ne vaut pas les 4 fers d'un cheval. C'est une petite pédégère comme ça, qui veut faire plaisir à tout le monde, que les gens soient bien, les recevoir, qu'ils soient bien accueillis, bien traités. Et évidemment, ils viennent souvent la courtiser, mais c'est pas une vénale quand même. Pas de malice, pas de niaiserie. Oh, quel bonheur de pouvoir converser en toute franchise. J'interprète le comte d'Alba Fiorita, un personnage fortuné qui est fasciné par la locandiera de par sa liberté. Je suis le marquis de Forlipopoli, aristocrate ruiné et qui n'a rien d'autre à offrir à la locandiera que sa protection. Moi je joue Fabrizio, le valet de la locandiera, et je la convoite à peu près depuis l'âge de 5 ans et demi.
Moi, je joue le chevalier de Ripafrata, un misogyne déclaré, et je suis le seul homme de la distribution à résister à la locandiera. Je finis par ramper en bavant devant elle, mais... Tenez, voici 2 écus, prenez-les pour l'amour de moi. Enfin, je veux dire, excusez-moi, c'est pour vous. Ah mon Dieu, mais elle s'est évanouie. C'est pas à cause de moi, j'espère. Mais elle avait l'air si triste. Eh bien, est-ce que mon départ... Ben oui, pourquoi pas. Une mise en scène classique, un peu tirée vers le boulevard, où toute la truculence de la comédie italienne sur un plateau. C'est demain la fête des amoureux, la Saint-Valentin qui fait battre les cœurs, alors dites-le avec des fleurs, mais ne vous trompez pas de langage. Attention aux scènes de ménage, un amoureux prévenu en vaut 2, Nicolas Le Marinier et Rémi Poissonnier. Il l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, c'est sûr. Alors, rien de tel qu'un bouquet de fleurs pour exprimer son amour. Mais lesquels choisir? Dans cet exercice délicat, les amoureux ont souvent des goûts très classiques. Plus souvent, les hommes, ils offrent des roses quand même. Erreur, chaque fleur a une signification. Un bouquet de primes verts, cela veut dire « aimons-nous l'espace d'un instant ». Attention aux gaffes, le cyclamen, c'est la fleur du plaisir qui s'est enfuie. Rupture assurée pour 2,50 €. Le mieux, c'est encore de suivre les conseils d'un spécialiste. Alors les fanfarons auront la possibilité d'offrir des verges d'or, qui veulent dire « j'irai jusqu'au bout de la nuit avec toi ». Alors ici on a associé des piments, le piment qui voudra dire « je brûle d'amour pour toi ». Et on peut aussi faire des déclarations plus romantiques, comme par exemple avec des personnages qui veulent dire « ton amour a dégelé mon cœur ». Au rayon très chic des orchidées, le sabot de Vénus fera de la femme désirée une déesse. Et pour ceux qui ne roulent pas sur l'or... Vous avez la tulipe pour les petits budgets. Donc ce sont des tulipes flammes qui ont été créées spécialement pour la Saint-Valentin. La tulipe, toute simple, c'est l'amour sincère. Bref, il y a des centaines de fleurs et autant de façons de déclarer sa flamme. C'est compliqué, il faut de l'entraînement. Et pourquoi attendre la Saint-Valentin pour offrir les fleurs? C'est vrai, après tout, un seul jour, c'est un peu court pour maîtriser l'art subtil de la déclaration d'amour fleuri. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, votre film, L'ombre d'un soupçon avec Harrison Ford. Minuit 40, le journal de la nuit. 7h40 demain, dans les 4 vérités, Roland Sicard reçoit Dominique Bussereau. 13h, Benoît Duquesne. 20h, David Pujadas. Et puis demain soir, complément d'enquête avec Benoît Duquesne sur les risques industriels. Excellente fin de soirée sur France 2.